Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leaders. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patricia, je suis coach de leadership au féminin et j'accompagne les femmes cadres dirigeantes et chefs d'entreprise, dont les entrepreneuses font partie, à atteindre leurs objectifs en toute fluidité. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner pour être tenu informé des prochains podcasts ou vidéos et aussi de découvrir votre profil de leader en remplissant le questionnaire qui est dans la description. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, nous avons l'honneur d'accueillir Dominique Fesch. Elle est présidente du Cercle suisse des administratrices. C'est une association qui a pour vocation la défense de la diversité et des compétences au sein des organes de gouvernance, à savoir conseil d'administration et de direction en Suisse. Vous l'avez compris, sa vocation ultime est de promouvoir les femmes et leur permettre de prendre leur place. Je vous laisse tout de suite pour cette interview qui est pleine de conseils pour driver votre carrière et tout simplement driver votre vie. Alors, prenez des notes et soyez focus. Je vous retrouve à la fin. Bonjour Dominique. Bonjour Patricia. Merci d'être présente aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast Les Leaders. En quelques mots, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Alors oui, très volontiers, mais plutôt que de dérouler mon curriculum vitae ou mon parcours, je préfère peut-être vous parler des raisons de mon parcours, dès lors que ces raisons pourront certainement, ou peut-être, en tout cas j'espère, inspirer d'autres personnes disons, à se motiver, voire faire beaucoup mieux que moi et que mon parcours. Donc, en tout cas, ce qui a été déterminant dans mon parcours, c'est qu'à 20 ans, à l'âge de 20 ans ou 21 ans, au lieu de me diriger vers des études ou de continuer à faire des études, j'ai décidé de m'externaliser, de m'exporter et d'aller, disons, et d'aller faire des études, enfin, ce n'était pas vraiment des études, mais d'aller dans un pays où je pourrais acquérir de nouvelles connaissances linguistiques. Et pour ça, je me suis engagée pour une compagnie, une agence de voyage qui était spécialisée dans l'Espagne et j'ai travaillé comme hôtesse, guide de voyage dans un petit coin d'Espagne. Et cela m'a donné et des connaissances linguistiques et surtout l'envie de continuer à faire ce job qui était parti d'un petit job d'été ou d'étudiant et qui en fait est devenu mon travail pendant 7 années plus exactement, D'accord. puisque j'ai été mise en contact avec des personnes qui, alors c'était des messieurs, qui étaient guides de voyage en Afrique et qui guidaient des safaris et des choses Wow. qui faisaient rêver. Et donc, je me suis dit, ben, voilà ce que je veux faire dans l'immédiat. Et donc, je me suis engagée pour Hotelplan Reiseunternehmen, donc suisse-allemand. Et puis, j'ai parfait encore mes connaissances d'anglais. Et ils m'ont tout de suite donné un job en Thaïlande, où je suis restée 6 mois. C'était toujours des missions de 6 mois. Donc, il y a eu la Thaïlande, D'accord. il y a eu la Grèce, j'étais sur l'île d'Egine, dont j'étais responsable pendant 6 mois. Après, il y a eu un retour en Espagne. Après, il y a eu le Brésil. Il y a eu les États-Unis, où je guidais les voyages coast to coast avec d'autres collègues. C'est des expériences très sympathiques parce qu'on se retrouvait dans des endroits un peu insolites comme Las Vegas, où on sortait ensemble entre collègues Wow. après avoir bien renseigné et mis en sécurité tous nos, tous nos on ne peut pas dire des clients, mais nos protégés touristes.
Et puis après, j'ai été responsable, j'étais pendant 4 ans au Sri Lanka où j'étais aussi responsable de voyages en Inde, dans le sud et le nord de l'Inde. Et là, je guidais, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de guides, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de guides touristiques locaux. Et donc, c'était notre responsabilité de guider, d'expliquer donc, en allemand, en français, en anglais, en italien, et de montrer le pays à tous nos touristes. Et à cette époque-là, les gens qui voyageaient découvraient vraiment ces pays, et donc on avait un petit peu la priorité ou la primeur, on va dire, pour leur montrer et les guider. Et puis ensuite, j'ai aussi fait le Canada, et après j'ai eu envie de recommencer mes études. Donc après j'ai fait l'école hôtelière à Lausanne. D'accord. J'ai ensuite travaillé pour Hyatt Hotels, donc je suis de nouveau partie à Paris 2 ans, au Maroc pendant 9 ans. J'ai également Mhm. travaillé pour Crown Plaza, donc une autre chaîne britannique, mais qui avait un hôtel, enfin qui gérait un hôtel à Casablanca. Et puis ensuite, lorsque je suis rentrée en Suisse, j'ai pu intégrer l'école hôtelière, mais de l'autre côté de la barrière, comme professeur de Ah, marketing et de tourisme international. Et ça a été une expérience absolument extraordinaire. Je crois que je n'ai jamais autant appris dans ma vie qu'à ce moment-là, surtout que pour pouvoir entrer comme professeur, j'ai dû faire un MBA, j'ai dû compléter un MBA que j'ai d'accord. complété au Canada, à Sherbrooke, puisque je l'avais commencé avec cette université canadienne. Et ces deux expériences, autant le MBA avec disons des groupes très multiculturels, beaucoup d'apprentissage, du management dans sa globalité Mhm. multisectorielle, et puis le professorat à l'école hôtelière, ça ont été des expériences extraordinaires, vraiment très enrichissantes. Et puis ensuite, après 6 ans à l'école hôtelière, j'ai souhaité revenir un petit peu plus près de ma famille. Et donc, D'accord. il y avait un poste qui se libérait dans la région où j'ai passé mon enfance. Donc, c'était un retour aux sources. Hmm. Et à ce moment-là, il y avait, voilà, on m'a demandé de décider, enfin de réfléchir à la stratégie de régionalisation du tourisme. Il y avait 80 communes en tout, et quelques 6, 7 offices du tourisme qu'il fallait régionaliser de façon aussi à pouvoir présenter des projets au canton et obtenir des subventions cantonales donc Wow. il fallait naturellement travailler en collaboration avec les instances cantonales, le service économique du canton. Donc ça, c'était très intéressant aussi, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de rencontres avec le monde politique particulier, et qu'il fallait convaincre que l'économie du tourisme pouvait être importante pour leur Bien commune. sûr. Et ça a été vraiment un très beau défi, peut-être pas très visible en termes de carrière, mais après, moi, j'y ai trouvé énormément de plaisir, et c'est ça qui est important. C'est ce que j'allais vous dire. C'est ce qui est le plus important, en fait, c'est le plaisir que vous prenez à faire, à remplir l'émission. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez commencé finalement par un tour du monde avant de mettre vos compétences, votre expérience au service de l'école hôtelière pour transmettre aussi ce que vous aviez appris finalement. Alors oui, les expériences étaient appréciées, on va dire. Les étudiants apprécient beaucoup plus apparemment les aspects d'exemples et de vie que les aspects théoriques, de plus en plus d'ailleurs. Bien sûr. Et du coup, aujourd'hui, vous avez la qualité d'administratrice, je crois. Alors, j'ai siégé dans 2 conseils d'administration, conseil de fondation, conseil d'administration, et Mhm. j'ai suivi la Swiss Board School qui donc forme des administrateurs, administratrices. Et j'ai rejoint une association qui s'appelle le Cercle Suisse des administratrices, dont je suis devenue présidente. Je suis actuellement présidente de ce cercle. Nous avons 250 membres administratrices. Et l'objectif de notre association,
c'est de présenter, de promouvoir la place et les compétences d'administratrices, donc de femmes, au sein et pour des conseils d'administration et conseils de fondation en Suisse. Donc, c'est un gros, oui, c'est une promotion qui a besoin d'être faite dans le monde entier. Les chiffres montrent qu'il y a, en tout cas, on peut mieux faire, surtout en Suisse. Et en France, je dois dire que les quotas ont permis d'arriver presque à parité, en tout cas dans les entreprises cotées, ce qui n'est pas du tout le cas en Suisse. D'accord. Et voilà, on a encore beaucoup à faire pour la visibilité. On organise un prix qui récompense une entreprise exemplaire dans le pourcentage de femmes au conseil d'administration, au conseil de direction. On organise également pas mal de formations, d'ateliers, de tables rondes, et de la présence dans les médias, etc. Donc, c'est une entreprise, enfin, c'est une association qui est en fait très active, bénévole, mais très active. Et du coup, qu'est-ce qui vous a mené à déjà, d'une part, partir à l'étranger, jeune, à l'âge de 20 ans, et ensuite de revenir aujourd'hui à promouvoir finalement la place des femmes, même si effectivement, comme vous l'aviez très bien expliqué, au niveau contextuel, on peut mieux faire. Même en France, avec le vote de la loi Rixin en 2021, en décembre 2021, on peut bien évidemment mieux faire, même si c'est une belle avancée encore. C'est une excellente question, mais à laquelle je vais répondre comme suit, c'est que je pense que dans la vie, il y a des opportunités. On peut suivre un chemin linéaire et se dire, bon, ben voilà, on a commencé dans le tourisme, on va terminer dans le tourisme, mais s'il y a des opportunités qui se présentent, qui sont des opportunités dans lesquelles, alors il faut les évaluer, ces opportunités. J'ai souvent discuté avec mon fils quand il était à la recherche de nouveaux emplois, je lui dis, il faut qu'un nouvel emploi, un nouvel employeur t'apporte, ou un nouveau mandat t'apporte de la connaissance, l'enrichissement intellectuel, du plaisir, de la satisfaction, de l'évolution, du réseau, et puis aussi voilà, il faut bien gagner sa vie aussi confortablement en tout cas, donc ça fait partie des critères aussi à évaluer, mais c'est vrai que la satisfaction et l'apprentissage, c'est deux éléments ou deux critères importants quand on choisit un nouvel emploi ou un nouveau mandat. J'en suis convaincue. Et du coup, quelles sont, selon vous, les qualités qu'une femme devrait développer pour être justement épanouie professionnellement, en plus d'avoir finalement cette grille de lecture pour être ouverte à de nouvelles opportunités? Alors, femme ou homme, pour moi, c'est pareil parce que les qualités sont identiques. Ce matin, je parlais encore avec un ancien collègue qui vient de quitter un mandat pour en prendre un autre. Et il me disait aussi, je cherche, je cherche à mettre en avant mes qualités. Et les qualités sont des compétences, bien sûr des compétences liées au métier, mais aussi beaucoup de soft skills, c'est-à-dire la compréhension des autres, la compréhension des environnements dans lesquels on évolue. Dans le cas présent, on parlait beaucoup de la compréhension et du travail avec les politiciens, c'est-à-dire de comprendre l'autre en fait. Lorsque, par exemple, vous êtes en train de développer un projet digital et que vous-même, vous n'êtes pas forcément informaticien, vous devez comprendre pour pouvoir intégrer cet aspect digital dans votre service ou dans votre entreprise, vous êtes obligé de comprendre l'autre et son parcours, son langage, son vocabulaire qui est forcément différent de ce que vous comprenez ou de ce que vos équipes comprennent. Donc, cette qualité d'interpréter en fait l'autre et de mettre les choses ensemble, elle est indispensable, en tout cas dans le management. Et puis, il y a également toutes les expériences qu'on a fait et qu'on fait encore, qui sont souvent des expériences, alors il y a les expériences heureuses, mais il y a aussi des expériences malheureuses où on se dit, on se donne une tape sur la main et on se dit, oui, ça, on n'aurait pas dû faire comme ça. Mais voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Bien sûr. Ça fait partie des qualités
euh, à la limite, on ne peut pas les acquérir sur un banc d'école ou sur un banc d'université. Et ça fait partie du parcours qui fait que voilà, vous êtes façonné d'une certaine façon parce que vous avez vécu un certain nombre de choses et euh, cela fait partie de vos qualités. Donc, alors, pour répondre à votre question plus exactement, je pense que la meilleure qualité ou la qualité la plus importante, c'est de savoir se remettre en question. Alors, quand je dis remettre en question, ça ne veut pas dire qu'on doit s'asseoir se morfondre dans un fauteuil et se dire j'ai pas bien fait, comment est-ce que je vais rebondir, etc., etc. Mais non, c'est de se dire voilà, ici, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que je vais pouvoir réutiliser ou voilà ce qui me manque encore pour parfaire mon travail ou pour mieux performer dans ma vie et de se former en fait. Donc cette remise en question sans se dévaloriser, elle est vraiment hyper importante à tout moment, à toute étape de la vie en fait. Merci beaucoup, Dominique, parce que là, vous transmettez beaucoup de clés depuis le début de notre interview. Donc, merci beaucoup. C'était le but, non? Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Du coup, dans le cadre de votre parcours, quels ont été, alors, selon vous, les plus grands challenges ou même, du coup, les plus grands apprentissages pour devenir la femme que vous êtes aujourd'hui? Oui, j'étais en train de réfléchir que j'avais peut-être quelque chose encore à dire par rapport à la question précédente. Allez-y, je vous en prie. Et c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée, et surtout à l'école hôtelière, parce qu'on parle dans théorie, en RH, on parle beaucoup de knowledge management. Et quand en fait on a mis en place quelque chose, et j'en parlais justement ce matin, créé, mis en place quelque chose, et puis tout d'un coup on voit qu'on quitte une société et qu'il n'y a pas de transmission. La transmission n'est pas attendue ou pas espérée, ou elle est même coupée court parce que vous avez l'impression que tout ce qui sera après vous sera beaucoup mieux. C'est quelque chose de très, très douloureux en fait à vivre sur un certain moment. Et quand on dit oui, personne n'est irremplaçable, oui, on comprend très bien, mais on n'est pas éphémère quand même. Et c'est important, je pense que c'est important, il y a certaines sociétés qui l'ont compris, de valoriser le passage des collaborateurs, des managers, pour pouvoir bâtir l'entreprise sur son histoire et sur son expérience ou l'expérience de ses collaborateurs. Et ça, je trouve, dans le management, ça n'existe pas encore assez. Voilà. Ce serait vraiment à développer, effectivement, de se servir de la contribution de chaque personne, finalement, pour, comme vous le dites si bien, bâtir, construire et renforcer justement les points forts de la société et peut-être remplacer ou créer, innover sur là où il y a un manque ou une absence. Donc oui, effectivement, c'est très important parce qu'on parle aussi d'humain. Oui. Et l'être humain, alors j'entends l'expression, effectivement, personne n'est irremplaçable, en tout cas sur un poste, et en même temps, on parle d'un être humain à ce moment-là. Donc, c'est là où il y a quelque chose de sensible, en tout cas, à prendre en considération. Oui, et puis un être humain, c'est une somme d'expériences, une somme de connaissances, et donc c'est dommage de perdre tout ça à un moment donné parce que, bon, voilà, la personne s'en va, qu'elle s'en aille de son plein gré ou pas du tout, ça n'a rien à voir. Bien sûr. L'expérience passée, elle est là, la construction, elle est là, et ce n'est pas toujours conservé, voilà. Est-ce que vous avez pensé à des moyens, justement, permettant aux entreprises de promouvoir cela, de prendre vraiment en considération ces contributions?
Alors, des moyens, pas forcément, c'est au service RH de réfléchir à des moyens, mais il y en a, j'entends, ils doivent être Il y en a pléthore, je simples. pense. Par exemple, du coaching ou de l'accompagnement en fin de mandat ou du parrainage, ou je ne sais pas. Effectivement, tout à fait. Je pense à ça comme ça. Mais par exemple, dans l'école ou l'institution dans laquelle j'ai enseigné, c'est vrai que les professeurs, on a toujours monté nos programmes, monté nos cours nous-mêmes. Et une fois qu'on partait, ben voilà, on pouvait les mettre à la poubelle. Donc, je me disais, mais c'est vraiment dommage parce que c'est un travail qui a pris beaucoup de temps et qui peut être repris en partie ou pas. Et je trouvais dommage que toute cette connaissance qui était dans les mains de personnes disparaisse simplement parce que les personnes étaient voilà, passées à autre chose et étaient remplacées. Ouais, je suis d'accord avec vous, effectivement. Et du coup, alors, là, Une question. là, en même temps, j'ai envie de dire que vous avez transmis indirectement, que ce soit de par votre observation dans le cadre de votre parcours ou de par votre propre expérience, un véritable apprentissage que les entreprises devraient prendre en considération. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un collaborateur est présent et qu'il transmet son savoir, son expertise, son temps, et qu'il contribue à la constitution de la société, ça doit être pris en compte, tout simplement. Ça devrait. Mais voilà, aujourd'hui, les avantages concurrentiels d'une entreprise peuvent être aussi ou devraient être aussi dans la gestion parfaite des RH. Et, voilà, qui veut s'en emparer? C'est un sujet complexe, effectivement. Donc, du coup, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter par rapport aux challenges que vous avez pu rencontrer ou aux apprentissages que vous avez pu avoir dans le cadre de votre parcours? Oui, alors les grands challenges. Alors, personnellement, je pense que je suis quelqu'un de fondamentalement paresseux. Et donc, mon défi, c'est de me discipliner, à me lever tôt le matin, à faire des choses, oui, disons, avoir une certaine hygiène sportive, de formation, etc. Et voilà, je pense qu'en comparaison avec d'autres carrières, bon, mon chemin était un tout petit chemin parce qu'il y a des carrières extraordinaires et flamboyantes que j'envie beaucoup et de plus en plus, en tout cas chez les femmes. Mais voilà, j'ai aussi partagé du temps avec ma famille, donc j'ai pu mélanger ces deux timings en tout cas. J'ai pu faire de l'équitation à un niveau compétition. Voilà, j'ai Quand aussi même. fait d'autres choses en parallèle qui m'ont apporté beaucoup de satisfaction. Et puis, voilà, ça a été, je pense que ces choix ont été aussi bénéfiques à la fin. Alors, euh, les autres défis, on avait parlé de bienveillance et moi, le mot bienveillant, je vous avais dit que bon, ça dépend ce qu'il évoque. Hein, si Tout à il fait. évoque aimable, accueillant, oui, mais après, s'il est conciliant, si on évoque le conciliant, l'indulgence n'est pas bienvenue dans les sphères professionnelles. Donc, il faut faire attention à ce mot bienveillant, qu'il ne soit pas trop soft. Effectivement, lorsqu'on est aimable ou bienveillant dans une entreprise, c'est en général qu'il y a un échange dans la relation. Tout à fait. Donc, voilà, il faut toujours garder ça en tête, c'est que on n'est pas foncièrement bienveillant dans le sens d'indulgent, mais on est bienveillant parce que on attend quelque chose d'un autre, d'un collaborateur. Et puis malgré tout, dans les sphères professionnelles, on signe un contrat, donc on est donnant-donnant. Alors c'est clair que de plus en plus, on va attendre de la satisfaction du travail et c'est normal qu'un job soit aménagé de façon à pouvoir
créer, participer, se rendre utile, se sentir utile, et ça c'est hyper important, et je suis contente de voir ces développements dans les entreprises, mais de l'autre côté, le travail doit être fait aussi, sinon l'entreprise, elle ferme la porte, et ce n'est pas le but non plus, hein, pour garder ses collaborateurs. Donc voilà, je pense qu'il y a toujours quand même un défi, une discipline à prendre quand on s'engage dans un travail, et ça, il faut le savoir. Il n'y a pas que c'est-à-dire, ça peut être du plaisir dès le moment où on est motivé, mais il faut qu'il y ait cette motivation. Il faut qu'on apprenne à se motiver aussi, et à se discipliner pour suivre ses motivations et ses buts. Super. Est-ce que, selon vous, l'ambition est quelque chose de positif, notamment chez une femme? Alors, ambition, si on pense ambition, aspiration, prétention, passion, oui, bien sûr, l'ambition permet, c'est le moteur en fait, hein, donc elle doit être là, sinon on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas le fuel pour avancer. Mais il faut faire attention qu'elle ne soit pas destructrice ou aveuglante. Et on doit quand même toujours mesurer, on doit quand même toujours aussi, là aussi, c'est de se remettre en question et de se dire, mais j'avance, mais d'où est-ce que je viens? Est-ce que j'ai mis une distance polie et respectueuse entre ce que j'étais avant et ce que je suis devenue? Ou est-ce que je me laisse, disons, je me laisse, qu'est-ce qu'on va dire? J'ai plus le mot. Est-ce qu'on est aveuglé en fait par l'ambition, ou aveuglé par l'arrivisme? Je vois ce que vous voulez dire. Non, pas très sain. Donc, il faut toujours avoir une manière il faut toujours pouvoir s'analyser et s'auto-critiquer, et peut-être revenir en arrière si on voit qu'on a dépassé certaines bornes. Donc finalement, pardon. Oui, il faut vraiment l'ambition pour avoir le moteur, pour se donner de l'ambition tous les jours, ou poursuivre son ambition tous les jours. Et puis, il faut avoir un objectif. Comme on fait une stratégie pour une entreprise, il faut avoir une stratégie pour sa propre ambition, savoir où on veut aller. Savoir si l'objectif il est respectueux des autres, respectueux de soi-même, respectable. Et puis une fois qu'on s'est engagé dans une voie, c'est de mettre toute son énergie pour aller chaque matin faire une étape supplémentaire dans le chemin qu'on s'est tracé. C'est exactement ça, une étape supplémentaire chaque jour. C'est tellement important parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on peut réaliser en fait à moyen ou à long terme. Et des fois, on a tendance à se démoraliser par rapport à ce qu'on accomplit quotidiennement, sauf qu'en réalité, c'est ce qu'on accomplit quotidiennement qui nous permet de réaliser notre objectif final. Donc, c'est super important. Oui, et puis ce que vous dites, c'est tellement vrai, parce que si après quelques étapes, si on fait un retour en arrière, on se dit « Waouh, j'ai quand même déjà parcouru tout ça ». Alors que de le regarder, enfin, de voir devant soi chacune des étapes à parcourir le lendemain, voilà, on est des fois découragé, mais ces étapes-là, mises bout à bout, permettent quand même de faire du chemin, c'est ça. Mais c'est ce que vous dites, c'est parfait, c'est exactement ça. Et lors de notre premier échange, je me souviens, on avait un peu parlé de l'histoire du droit des femmes. Et vous m'aviez tenu un discours juste passionnant. D'ailleurs, tout ce que vous avez dit était passionnant, tout simplement. Et l'erreur que j'avais commise, c'est de ne pas vous avoir enregistré à ce moment-là. Enfin bref. Pensez-vous aujourd'hui que les choses ont réellement évolué pour les femmes, pour nous, selon vous? Je pense qu'il n'y a pas de réponse oui, non, parce que c'est vrai qu'il y a une évolution par rapport… Moi, je me rappelle que quand j'étais à l'école de commerce, c'était dans les années 72,
et on me l'a rappelé, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais on me l'a rappelé effectivement, c'est des anciens amis qui me l'ont rappelé. Le directeur de l'école de commerce à ce moment-là avait décidé qu'il allait essayer, tester et introduire ou intégrer trois jeunes filles dans une classe de garçons. Et c'était un test très audacieux à l'époque. Parce que à l'école de commerce, avant, les filles étaient complètement séparées, c'était des classes différentes, elles ne faisaient jamais la gym ensemble avec les garçons, et il y avait des escaliers différents. Il y avait un grand escalier pour les garçons, il y avait un petit escalier pour les filles, pour qu'elles D'accord. Et moi, j'ai complètement oublié tout ça, mais on me l'a rappelé, et j'ai fait partie de cette classe où on était trois filles à côtoyer les garçons. Donc, et aujourd'hui, quand je compare leur parcours et le mien, je n'ai pas du tout à rougir de mon parcours. Il a été, disons, il a été très, très il a été rempli d'expériences très, très enrichissantes. Et donc, je suis très contente du test, d'avoir fait partie de cette phase test, en fait. Mais donc, l'accès aux études, ce que je veux dire par là, c'est que l'accès aux études, maintenant, il est facilité. Bien sûr. Avant, le choix, les femmes avaient le droit d'avoir des choix, et c'est vrai qu'en Suisse, le droit des femmes a été obtenu en 71, donc on a commencé à respecter un peu le choix d'une femme qui voulait devenir médecin, etc. Mais ce n'était pas un choix important. Alors que l'homme devait choisir, parce que c'était important, il allait être responsable de sa famille, donc c'était important qu'il fasse le bon choix. Une femme, on n'attendait pas qu'elle fasse un bon choix, elle pouvait faire un choix par plaisir, par envie, etc. Donc, et ça, c'est hyper important, c'est de reconnaître l'importance du choix d'un homme ou d'une femme, parce que c'est ce qui va le motiver ou lui donner la légitimité pour aller au bout de son ambition. Et ça, je pense que c'est en train de changer, mais ce n'est pas encore tout à fait réussi. Aujourd'hui, on a des sports mixtes de plus en plus. On en parle lors des Jeux Olympiques, on en a encore parlé. Il y a certains sports qui sont mixtes je ne me rappelle plus lesquels, mais bon, de toute manière, l'équitation, c'est mixte, par exemple. Les maris s'occupent de plus en plus des enfants, ils travaillent à moins, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais de l'autre côté, il y a encore trop peu de postes de femmes dans les postes à direction. En Suisse, en tout cas, c'est moins de 20% dans beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises où il n'y a aucune femme ni dans les postes de direction, ni dans les conseils d'administration. Le temps à disposition des femmes, il est toujours beaucoup moindre que celui à disposition des messieurs, parce qu'elles ont quand même encore d'autres responsabilités qui reposent sur leurs épaules. Elles ont moins l'habitude de s'exprimer. Et quand je dis habitude, c'est vraiment le mot qu'il faut mettre en avant, parce que pour s'exprimer aussi bien que les messieurs qui ont une facilité d'élocution pour la plupart assez évidente, c'est pas le fait d'apprendre ou de répéter ou de se préparer, mais c'est le fait de le faire souvent. C'est l'habitude de prendre parole et de se faire entendre. Et ça, chez les femmes, c'est pas encore suffisamment développé, d'après moi. Et puis, j'aimerais, disons, citer une journaliste que j'aime beaucoup, une ancienne rédactrice en chef du magazine Bilan, Mirette Zaki, qui disait « Mais les stéréotypes sont encore tellement présents, et pour changer ces stéréotypes, il faudrait que les producteurs et les fabricants de jouets changent les jouets. » Et c'est vrai que vous allez dans un magasin encore, vous avez les allées roses et les allées bleues, et les petites voitures d'un côté, et puis les poupées Barbie de l'autre côté. Donc, tant qu'on aura ces stéréotypes aussi tôt dans la vie des jeunes, des enfants, leur vie est quand même très, très orientée, on va dire. Tout à fait. Tout à fait, ça joue dès l'enfance. Et alors, je vous avouerai que, pour coup, moi, ma couleur préférée, c'est le rose, parce que j'ai été en fait imprégnée par cette couleur-là aussi enfant.
Donc, forcément, il y a eu une influence automatiquement. Et ce que vous disiez, c'était très important parce qu'effectivement, les choses évoluent. Et en même temps, on voit encore que, par exemple, les footballeuses américaines ont dû se battre pour avoir l'égalité salariale avec les footballeurs Oui, américains. oui. Donc, finalement, il y a des combats qui ont encore lieu, si je puis dire, en tout cas des avancées, parce que les femmes se positionnent de plus en plus. Par contre, ça demande vraiment un positionnement de leur part. C'est pas quelque chose qui est naturel, c'est pas quelque chose qui est encore fluide dans notre société, en fait. Oui. Oui, et puis après, il y a une autre problématique qui va se résoudre probablement, ou se dissoudre, mais qui est encore très forte pour le moment, c'est qu'on a 3 types de femmes, globalement, grossièrement expliquées. Il y a les femmes qui sont très féministes et qui font peur et qui sont peut-être trop dans le combat et dans l'affrontement. Et puis après, il y a les femmes qui veulent réussir, qui ont de l'ambition, qui ont des compétences, etc. Et puis après, il y a des femmes qui ont beaucoup de compétences aussi, mais qui ne souhaitent pas s'investir et combattre ou même pas travailler, qui pour elles, s'occuper de leur famille, c'est une ambition et Tout à fait. il faut les respecter tout à fait pour ce choix. Mais pour ces messieurs, ils ont de la peine à comprendre où se situe, quels stéréotypes ils doivent prendre en considération. Ils sont déboussolés quand ils voient qu'il y a tellement de stéréotypes. Il y a ces 3 stéréotypes qui sont un petit peu antinomiques. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Du coup, ça passerait aussi peut-être par une plus grande compréhension des hommes de ce qui se passe peut-être chez les femmes, par rapport à l'histoire du droit des femmes, qu'est-ce qui se joue pour elles, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui, pour leur permettre justement de se familiariser avec les enjeux actuels. Tout à fait. Et quand vous êtes dans un groupe professionnel, dans la partie réseautage, par exemple, vous intégrez un groupe, il y a 3 messieurs qui sont autour d'une table ou qui ont un verre à la main en train d'échanger. Si ce n'est pas vous, en tant que femme, qui posez des questions sur des points qui vont les intéresser, eux ne posent pas de questions sur vous, sur votre carrière, sur vos sports, comme ils le feraient avec un homme. Parce qu'ils sont, voilà, peut-être dans les jeunes générations, c'est en train de changer ça. Mais disons, un homme d'un certain âge, on va dire, moi, je côtoie quand même pas mal de managers, donc c'est en général 45 et plus. Là, on sent ce malaise ou cette difficulté à se dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui poser comme question? Dans quel monde est-ce qu'elle vit? Qui est cette personne avec qui je n'ai pas l'habitude ou je ne vais pas jamais jouer au football, ou avec qui je ne vais pas comparer ni ma montre, ni Effectivement, les clés de ma voiture de sport. Donc, et ils sont peut-être en face d'une femme qui a une voiture de sport aussi, qui aime aussi les voitures de sport, ou une autre femme qui fait de la haute compétition dans un sport particulier. Donc voilà, mais il y a cette barrière on ne sait pas qui est, on a de la peine à comprendre encore. Il y a encore trop peu d'occasions de travailler ensemble, de travailler professionnellement ensemble pour qu'il y ait cette compréhension ou ces échanges respectueux, je veux dire, professionnels. Je comprends. Mais effectivement, ça se fera avec le temps. Et du coup, petite question par curiosité. Est-ce que dans le cadre de votre parcours qui a été riche, et qui le sera encore d'ailleurs, puisque vous avez vraiment une véritable mission là, à travers votre association, il y a eu une citation, un livre, un mantra qui vous ont accompagné pendant tout le long et qui vous ont guidé? Donc là, oui, j'ai cherché, voilà, j'ai cherché quelque chose qui me correspondait après assez, et j'ai trouvé quelque chose alors je vais vous la lire parce que elle convient très bien à, disons, des états d'esprit où on doit laisser passer les choses. Et il y a beaucoup de moments comme ça dans la vie où le temps apporte
disons, permet d'effacer des problèmes ou de passer plus loin. Alors, il y a des moments où tout réussit, il ne faut pas s'effrayer, ça passe. Ce qui veut dire en fait que oui, lorsqu'on est au sommet ou quand on a l'impression que tout va bien, il faut faire attention et surtout, il faut se demander quelle va être la prochaine étape où il faudra de nouveau se battre et avoir cette discipline et cette ambition pour pouvoir repartir plus avant. En fait, c'est ça ce que ça veut dire. Mais quand j'ai vu que, en lisant un petit peu plus sur Jules Renard, qui est donc l'auteur de cette phrase, en fait, c'est un écrivain qui était un petit peu, qui a tenu des propos misogynes, qui était un petit peu misogyne, en tout cas dans ses propos. Je pense que ce n'est pas la meilleure des phrases que j'aimerais vous transmettre. Mais après, il y a L'idée, une en autre fait. phrase que j'ai bien aimée, et c'est une actrice qui est décédée il n'y a pas très longtemps, mais qui est en anglais. The expert at anything was once a beginner. Ça veut dire que l'expert, quel que soit l'expert, il a à un moment donné de sa vie, il a dû commencer, il a été un débutant. Et on dit qu'il faut 10 000 heures de practice dans un domaine particulier pour devenir maître ou maîtriser ce domaine ou cette expertise. Et donc, ça, c'est disons, quelque chose que je peux transmettre à toute personne qui veut se lancer dans une carrière ou dans une direction ou une autre. C'est que, voilà, il faut commencer à un moment donné et l'inconfort du début, il a été vécu par tout le monde, même par les plus grands. Wow. C'est extrêmement puissant ce que vous venez de partager, Dominique. Je suis extrêmement contente parce qu'en fait, c'est vrai, les personnes qui veulent commencer se poser un tas de questions, alors qu'en réalité, les personnes qui ont commencé un jour, qui sont au firmament aujourd'hui, eh bien, sont passées par là, hein, tout simplement. C'est comme un bébé qui apprend à marcher. Bah, tous les bébés apprennent à marcher jusqu'à ce qu'ils tiennent debout, tout simplement. C'est normal. Absolument. Et ils tombent tous. On est d'accord. On est d'accord. Pour conclure cette interview, j'aimerais vous poser encore 2 petites questions. Déjà, si vous avez envie de transmettre un nouveau conseil, peut-être à la Dominique lorsqu'elle était âgée de 20 ans. Et puis, si vous aviez un mot de la fin, lequel serait-il ? Donc, oui, ce que je pourrais ou ce que je me serais donné comme conseil, c'est de mieux reconnaître mes besoins, en fait. Je me souviens avoir été dans une grande réunion, Hyatt, les hôtels Hyatt dans les années 80-85 organisaient des rencontres magnifiques à Singapour, et aux États-Unis, etc., dans leurs hôtels qui étaient magnifiques. Et puis tous les GM, tous les General Managers se rencontraient à cette occasion. Moi, j'étais directeur marketing, donc on se rencontrait aussi à cette occasion, bien sûr. C'était les grands raouts de l'entreprise, de la compagnie. Et moi, je travaillais comme une folle, je travaillais 15-18 heures par jour et j'avais pris naturellement énormément de poids. Et lorsqu'on arrivait dans ces grands raouts, ces GM, eux, ils étaient bronzés, ils avaient fait de la musculation, ils parlaient de leur squash, etc. Et en fait, j'aurais dû faire comme eux. J'aurais dû dormir, bien me préparer, bien être fit, être OK avec tout ce qui concernait le professionnel, bien entendu, mais être aussi fit et respecter mes besoins de sommeil, mes besoins de sport, d'activité sportive et de repos. Et ça, c'est important, c'est de se respecter, de connaître ses besoins et de les respecter. Et puis, autre chose, c'est pas juste de dire que les femmes sont multitasking.
On ne fait pas bien des choses on les fait quand on fait plusieurs choses à la fois. Et non, il faut se concentrer et se concentrer sur une chose et bien la faire, et puis passer à autre chose, quitte à les faire step by step, mais pas les faire en même temps, pas de multitasking, ça c'est pas qualitatif. Donc voilà. Effectivement. Qu'est-ce que je peux aussi vous dire? Oui, alors multitasking, c'est une fausse bonne idée. Et puis le time management, Habilité. l'adaptabilité, l'agilité, l'indépendance par rapport tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. C'est peut-être des éléments très importants à garder avec soi. Des valeurs en fait à garder avec soi pour être intègre par rapport à ses ambitions en fait. C'est ça. C'est quelque part s'écouter d'abord, écouter ses besoins et ensuite mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place au niveau professionnel, au niveau personnel. Parce qu'en fait, c'est notre vie, c'est pas celle du voisin, tout simplement. Exact. Et que, en fait, chacun a son idéal. Donc, à partir de là, c'est oser franchir le pas d'aller vers son idéal. C'est surtout ça, en fait. Et le mot de la fin, c'est keep trying et soyez déterminés. Oh oui, j'adore ça. Yes. Yes. Ça, j'adore. Okay. Du coup, cher Dominique, si les personnes veulent tout simplement mieux connaître ou accompagner l'essor de votre association, comment elles peuvent vous retrouver ou qu'est-ce qu'elles doivent faire Alors, l'association s'appelle le Cercle Suisse des Administratrices, donc csda.ch, avec les www habituels au départ. D'accord. Et donc, effectivement, là, il y a toutes les explications du cercle, du fonctionnement du cercle, et puis également nos coordonnées, donc les coordonnées des membres du comité. Mes coordonnées sont également présentes sur le site. Et volontiers à disposition, si quelqu'un veut en savoir plus, je réponds très volontiers, je suis disponible. Très bien. Mais écoutez, en tout cas, pour les personnes qui nous écoutent, je mettrai le lien à disposition, comme ça les personnes pourront, si elles le souhaitent, vous contacter. Merci infiniment, Dominique, pour vos conseils précieux. Et puis surtout, prenez tous en note, comme ça, vous aurez une fiche pratique pour dérouler votre vie et ce sera bon. Merci Patricia, c'était très agréable, avec grand plaisir. Très intéressant. Merci infiniment de l'échange. Mes chères leaders, j'espère que ce podcast vous a plu et que vous avez pu en tirer son essence même. Dominique a fait preuve de générosité et aussi nous a partagé des conseils avec sa grande humilité. Donc surtout, je vous inviterai à réécouter ce podcast en cas de besoin. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. Et si vous ne l'avez pas encore fait, afin d'être tenu informé, je vous invite vraiment à cliquer sur le bouton pour vous abonner ou partager ce podcast si vous pensez qu'il peut aider une femme dans son parcours de vie. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite également à remplir le questionnaire, le fameux quiz, pour découvrir votre profil de leaduse. Cela vous prendra uniquement 2 minutes et vous connaîtrez un peu plus votre mode de fonctionnement. Ensuite, surtout, si vous avez envie qu'un sujet soit abordé sur la chaîne, je vous inviterai à me laisser un commentaire ou tout simplement à m'envoyer un petit message sur un de mes réseaux sociaux. Je vous dis à très vite, faites-vous passer en premier et je vous embrasse mes leaders.